Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous ce soir. Une veille de grand week-end de mai, c'est toujours un challenge d'attirer du monde ici, mais je pense qu'on a affaire aux plus passionnés avec vous. Et je vais juste camper en deux, trois mots la conférence de ce soir. On a l'habitude ici à l'Institut océanographique de traiter des sujets très variés de la mer, des sujets où la mer fascine, où la mer émerveille, et puis des sujets plus compliqués où une tension naît entre l'homme et la mer. Alors, un sujet qu'on avait traité ces derniers temps, et vous étiez peut-être là, c'est le sujet des requins, où dans certains cas, et l'actualité à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie nous l'a encore rappelé, l'homme fait face à un danger et s'oppose à la nature directement autour de ce risque requin. Ce soir, on quitte un peu le domaine du vivant et on va s'intéresser à la mer physique, à la mer énergie qui transporte les matériaux. Mais toujours dans cette relation un peu complexe entre l'homme et la mer, où nous avons acquis la conviction qu'on pouvait être maître du territoire, maître du littoral, qu'on a au fil des siècles figé, façonné à notre guise, le littoral, mais aussi les fleuves qui ont pu être endigués, avec cette conviction du droit acquis sur la nature. Mais les catastrophes de temps en temps ou les événements un peu extrêmes nous rappellent à notre fragilité. Et puis, d'une manière plus générale, et c'est ce qui sera traité ce soir, l'érosion des côtes se rappelle à nous, des plages disparaissent, parfois même des maisons, qui montrent que rien n'est jamais aussi figé qu'on le croit. Mais avec une sorte de cri d'alarme, de grande déception dans le titre qu'on a choisi. L'érosion est-elle inéluctable? Pour nous, c'est effectivement dramatique de se dire qu'on n'a pas été foutu de se défendre contre la mer. Alors pour dépasser un petit peu cette question-là, cette opposition-là, deux grands experts ce soir du sujet vont nous rappeler un petit peu les termes de la question et nous orienter vers des solutions un peu plus souples et, comme on a l'habitude de les promouvoir, plus respectueuses aussi de la nature. Alors, Yvonne Batio-Kenney d'abord, qui est professeur émérite à l'université de Lille 1, après y avoir été professeur de géomorphologie et directrice du laboratoire de géomorphologie et de gestion des milieux littoraux, qui nous présentera les aspects véritablement, les mécanismes qui sont en jeu naturel avec l'érosion des côtes, pour revenir justement sur cette idée préconçue de côtes immuables et nous rappeler que la nature même des côtes, c'est d'être mobile. Alors, Yvonne Batio-Kenney est aussi présidente de l'EUCC France, qui est la branche française du réseau européen des littoraux, et dont une des missions est d'échanger la connaissance scientifique avec les décideurs, les gestionnaires des côtes, mais aussi le grand public, souvent à travers d'ateliers. Et pour une fois, ce ne sera pas sur le littoral à l'occasion d'un atelier que Madame Batio-Kenney viendra échanger avec vous. Donc voilà pour le contexte physique, les mécanismes en jeu. Et puis Patrick Bazin viendra lui évoquer des solutions pour dépasser cette opposition figée, cette défense contre la mer, et redonner un peu de place à la souplesse entre la terre et la mer, à la souplesse aussi entre l'homme et la nature. Alors Patrick Bazin est responsable du département de la gestion patrimoniale au Conservatoire du Littoral. Alors en deux mots sur le Conservatoire du Littoral, il gère 160 000 km², 22% du littoral français, et avec une caractéristique qui est le long terme.
qui est une gestion patrimoniale d'un patrimoine inaliénable, et donc avec cette capacité d'intégrer cette évolution, cette souplesse entre l'homme et la nature, d'intégrer des objectifs souvent contradictoires entre le bénéfice pour l'homme, l'accessibilité aux visiteurs notamment, et la place de l'environnement. Donc une position très particulière et des solutions, on le verra aussi, très intéressantes. Voilà pour les termes du débat. Je laisse la place à Yvonne Bathiot-Quesnay pour commencer. Très bien. Alors, d'abord, je remercie M. Dufourneau et puis je remercie aussi la Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, de m'avoir invité, parce que c'est un grand honneur pour moi de faire cette conférence dans ce lieu magnifique. Alors, le thème, l'érosion des côtes est-elle inéluctable? C'est un thème extrêmement large et je ne prétends pas épuiser le thème en une demi-heure, puisque je vais parler une demi-heure et ensuite Patrick Bazin prendra la suite. Mais ce que je voudrais, c'est simplement rappeler quelques données fondamentales. Alors, là, ça ne marche pas. J'appuie sur là-dessus, c'est bien ça. Là. Là, il faut peut-être regarder ici. Non. Non, il ne marche pas. Alors, parce que là... Bon, c'est rien, ça va se réparer tout de suite. Je peux peut-être le faire manuellement. Non, c'est pas la télécommande, c'est autre chose. Je reprends. Ça va? Ouais. Alors, ça marche, non, ça avance sur l'écran de l'ordinateur, mais ça n'avance pas. Ah, voilà donc ça marche très bien. Donc, la première idée, c'est qu'il existe une mobilité naturelle des côtes à toutes les échelles de temps. Que ce soit à l'échelle géologique, que ce soit à l'échelle plurimillénaire, que ce soit à l'échelle séculaire, que ce soit à l'échelle d'une vie humaine. La côte, par définition, sans intervention humaine, elle fluctue, elle avance, elle recule. C'est normal. Cette mobilité est tout à fait normale. Et quand il y a recul, c'est une manifestation d'érosion. Quand ça avance, c'est une manifestation d'accumulation. Mais la côte peut être stable aussi à une certaine échelle de temps. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'homme a accompagné cette mobilité naturelle pendant des siècles, jusqu'au, disons, au milieu du XIXe siècle. Et à partir de là, et souvent d'ailleurs, c'était en accompagnant la nature, c'était pour gagner des terres aux dépens de la mer. Mais depuis 2 siècles, l'homme veut absolument entraver cette mobilité naturelle, veut fixer la côte dans beaucoup de secteurs, et tous les problèmes en fait, viennent de cette volonté de fixer la côte qui, par définition, a envie de bouger. Alors cette évolution, cette mobilité naturelle de la côte, on peut l'observer très facilement à l'échelle de quelques années, de quelques décennies, dans un estuaire, par exemple. Ici, c'est la baie de Canche, dans le nord de la France. Et on a des données extrêmement précises qui remontent à presque 2 siècles sur cet estuaire. Et finalement, on voit que dans certains secteurs, vous avez un recul permanent, par exemple sur la rive nord, alors que ce recul était compensé en quelque sorte par une avancée de la côte en rive sud, sur la pointe du Touquet, par exemple. Et alors sur cette photo, on voit que
à l'intérieur de cet estuaire, le sédiment, et en l'occurrence c'est du sable, qui s'en va d'un secteur, va s'accumuler ailleurs. Donc il y a une espèce de compensation entre les secteurs d'érosion et les secteurs d'accumulation. Ça se voit à l'échelle d'un estuaire. Comment expliquer cette mobilité naturelle des côtes? Tout est un problème en fait de déplacement de sédiments. Ces sédiments se déplacent soit dans l'eau, sous l'action des vagues et des courants, soit dans l'air, sous l'action du vent. Alors, pour un lieu donné, il peut y avoir simplement transit de sédiments ou il peut y avoir érosion, départ ou accumulation. Et l'évolution du littoral va dépendre en fait de la quantité de sédiments disponibles. Or, celle-ci a varié et varie encore dans le temps et dans l'espace. Aussi, autre donnée importante qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'une part importante de ces sédiments côtiers est héritée et ne se renouvelle plus. Alors, il y a tout un emboîtement d'échelles qui est très important à considérer quand on s'intéresse au littoral. Il faut connaître précisément comment se font ces déplacements de sédiments. C'est un objectif fondamental de la recherche. Et aussi, il faut considérer l'emboîtement d'échelle parce que d'un lieu donné, il faut replacer ce site dans quelque chose de plus large, qui est ce qu'on appelle la cellule sédimentaire. C'est un compartiment côtier. Et ceci a été mis en évidence d'abord par les Américains, puis ensuite tous les chercheurs se sont intéressés à ça à la fin des années 60. Cette cellule sédimentaire elle-même prend place dans quelque chose de plus vaste qu'on appelle le système côtier. Et une cellule sédimentaire a un budget sédimentaire, puisque cette cellule, qui est relativement étanche par rapport aux autres cellules voisines, c'est jamais complètement étanche dans la nature, mais disons que c'est relativement autonome, cette cellule reçoit des sédiments, perd des sédiments, voit des sédiments qui transitent à travers elle. Donc il y a un budget. Si le budget sédimentaire est positif, la cellule est en bon état, et si c'est une plage, la plage sera en bonne santé. Alors, évidemment, le problème qui se pose, c'est d'où viennent ces sédiments côtiers. Alors, quand on parle de sédiments côtiers, ça peut être des vases, ça peut être des limons, des vases, mais ça peut être des sables ou des galets. Ceux qui voyagent le plus facilement, ce sont les sables. C'est eux qui se déplacent le plus facilement le long des côtes. D'où viennent-ils? Il y a beaucoup de sources. La source principale pendant longtemps était constituée par les fleuves, par les alluvions apportés par les fleuves. Mais il y a aussi des apports venant de la mer, il ne faut pas les oublier, et vous avez également le long de la côte des sédiments qui transitent. Donc pour un compartiment donné, vous avez des apports et des exportations, des pertes qui s'équilibrent à peu près. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que vous avez l'érosion des falaises qui contribue également à alimenter la sédimentation littorale. Alors, sans compter, depuis que l'homme intervient sur le littoral, vous avez des possibilités aussi d'extraction, à la fois en mer, sur les plages. Maintenant, c'est interdit en France, mais c'est encore autorisé dans certains pays africains, entre autres. Et vous avez également des extractions dans les dunes. C'est interdit également en France, mais depuis peu, parce que jusqu'aux années 80, on continuait à exploiter du sable dans les dunes. Alors, j'insiste sur l'importance des apports venant des fonds marins proches de la côte, qu'on appelle quelquefois les petits fonds. Et par exemple, sur ces deux photos, là, elles ont été prises en 2008 sur une plage du nord de la France, à Merlimont, où on avait, lors d'un coefficient, après une tempête, coïncidant avec un coefficient important de marée, vous aviez littéralement sur cette plage très large, à marée basse, qui fait 800 mètres de large, un véritable cimetière de bivalves qui sont des lutraires. Or, ces lutraires, ces bivalves vivent à une assez grande profondeur, enfin pas très grande profondeur, la Manche n'est pas profonde, mais à une trentaine de mètres de profondeur. Or, la tempête avait en quelque sorte remobilisé les petits fonds marins et
remonter à la fois du sable et tous ces bivalves qui ne peuvent pas vivre sur la plage, mais qui vivent encore une fois à 30 mètres. Donc c'est bien une preuve là que vous avez une alimentation de la plage à partir du sable des fonds marins. Donc les tempêtes ne sont pas toujours destructrices uniquement, elles peuvent aussi contribuer à l'alimentation des plages. Alors, il ne faut pas oublier non plus, dans ces sources de sédiments, l'activité biologique est très importante. Ici, vous avez par exemple en milieu tropical ce qu'on appelle des cheniers, qu'on trouve aussi en Louisiane. Cette photo concerne l'Australie, où vous avez des accumulations de coquilles marines, donc qui contribuent à l'alimentation des côtes. Et les coraux également. Alors là, la photo à droite en bas montre une plage sur la commune de Saint-Pierre-la-Réunion, qui est constituée non pas de sable fin, mais d'un mélange avec beaucoup de débris coralliens qui font mal aux pieds. Donc pendant des années, les touristes, sous la pression des touristes, on a essayé de cribler le sable de la plage et d'enlever ces débris qui faisaient mal aux pieds. Et donc du coup, le niveau de la plage baissait régulièrement de 2 cm à peu près par an. Donc maintenant, on a trouvé que c'était une très mauvaise solution. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'abord demander aux touristes de mettre des chaussures, mais ça c'est la solution la plus simple, mais aussi d'essayer de concasser ces débris, parce que ça contribue, c'est un élément normal qui contribue à l'alimentation de la plage. Alors à gauche, vous avez les colonies d'hermelles qu'on peut trouver, qui sont aussi importants dans l'alimentation des plages. Alors là, j'insiste sur la mangrove, évidemment. La mangrove, c'est un milieu naturel qui est fragile, mais qui est extrêmement utile pour protéger la côte qui est en arrière. Sur la photo de gauche, là, vous avez une photo qui a été prise à Mayotte avec une continuité entre le lagon, avec sa couleur bleu turquoise, le plateau rocheux, constitué par le récif corallien, le récif frangeant, et en arrière, des marais avec la mangrove qui se développe. Donc cette mangrove, elle est extrêmement intéressante parce que d'abord c'est un milieu qui est très riche au point de vue biodiversité, qui sert de nourricerie, qui sert aussi de nurserie pour les petits poissons, et en même temps elle a l'aptitude de s'adapter à l'élévation du niveau de la mer, comme les récifs coralliens s'ils sont en bonne santé aussi. Donc c'est un milieu qui est extrêmement intéressant et qu'il faut protéger à tout prix. Et malheureusement on ne l'a pas toujours fait, puisque souvent c'était considéré comme un milieu malfaisant et nuisible, avec beaucoup de moustiques, source de maladies. Alors maintenant, notre position vis-à-vis de la mangrove a complètement changé. C'est un milieu qu'il faut protéger à tout prix et qui rend de très grands services dans la protection du littoral. Les sédiments côtiers sont une ressource fragile, oui, parce qu'ils sont peu ou pas renouvelés. Les apports fluviatiles dont j'ai parlé tout à l'heure, ils diminuent. Vous savez tous que les rivières sont de plus en plus aménagées. Il y a des barrages. Donc, barrage, ça veut dire que ça arrête l'eau, mais ça arrête aussi les alluvions. Vous avez les berges qui ont été aménagées. Les versants sont mieux protégés. Donc, il y a beaucoup moins de sédiments qui arrivent à la mer. Les ressources en mer non plus se renouvellent de moins en moins, parce qu'elles sont en grande partie héritées de la dernière période froide. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 000 ans, le niveau de la mer était à 120 mètres plus bas que l'actuel, 120 à 130 mètres plus bas que l'actuel, et que de grandes plateformes continentales étaient exondées. Toute la Manche était exondée, on allait à pied sec du continent à l'Angleterre. Et sur les grands fleuves côtiers, dont le Rhin, avec ses affluents qui étaient la Seine, la Tamise, la Meuse, etc., déversaient des quantités considérables lors du réchauffement post-glaciaire entre 13 000 et 9 000 ans à peu près. On déversait des quantités considérables de produits, galets, sable, granulats, de toutes sortes de graviers, de toute taille, qui se sont étalés et qui ensuite, quand la mer est remontée très vite, ont été dispersés par les courants marins. Donc ça, c'est un héritage. Il faut bien voir que ça n'est plus renouvelé de la sorte. En plus, la production biologique dont j'ai parlé des systèmes côtiers est menacée par le réchauffement climatique. Par exemple, on sait que les coraux, si la mer se réchauffe trop, ont tendance sinon à mourir, du moins à dépérir. Et puis il y a surtout les pollutions.
Alors, encore une fois, là, je rappelle que les épisodes de tempête ne sont pas complètement destructeurs. Hein. Vous avez également une partie de ces tempêtes. Enfin, il y a un aspect positif dans les tempêtes parce qu'ils peuvent remobiliser les petits fonds marins et contribuer à l'alimentation des plages. La principale menace, en fait, sur les sédiments côtiers, ça vient de l'homme. Alors, là, actuellement, la connaissance scientifique est tout à fait indispensable pour les décideurs et pour les gestionnaires. Et la première chose qu'il faut faire, c'est justement, le long d'une côte, c'est d'essayer d'identifier les cellules sédimentaires, les sources de sédiments dans ces cellules, comment se font les transferts de sédiments à l'intérieur des cellules et en sortie et en entrée. Autrement dit, d'essayer de reconstituer le budget, d'identifier ou d'évaluer le budget sédimentaire de chaque cellule. Ici, cette étude, là je prends un exemple, on pourrait en prendre partout, parce que vraiment c'est un genre de travaux, un genre de recherche que l'on trouve un peu partout, maintenant dans le monde entier. Et là, ça concerne la côte sud-ouest de l'Australie, et c'est une étude qui est assez récente, en 2012. Alors, pour une plage, je vais développer un petit peu ce qui se passe pour un système plage-dune. Je parle de système plage-dune parce que la plupart du temps, quand vous avez une plage de sable, du moins pas de galets, mais une plage de sable, vous avez une dune en arrière à l'état naturel. Presque toutes les plages dans le monde entier sont adossées à des dunes à l'état naturel. Alors, un système côtier, d'abord, il faut de l'énergie entrante. Alors, l'énergie, elle se manifeste par une dynamique marine ou une dynamique éolienne. Et l'unité de base pour le système côtier, donc, c'est la cellule sédimentaire. Dans le cas d'une plage, vous avez la plage, mais c'est un élément parmi d'autres. Il y a aussi tout ce qui est sous l'eau, qu'on appelle l'avant-plage, et tout ce qui est en arrière, donc c'est la dune, et particulièrement ce qu'on appelle l'avant-dune, c'est-à-dire celle qui est en contact direct avec la plage. Les limites sont plus ou moins mobiles, et il y a donc ce que je représente avec les flèches, c'est les entrées, les sorties, les entrées en jaune, les sorties en rouge, enfin en violet plutôt, et les échanges à l'intérieur de la cellule, qui se font en rouge. Et vous avez également donc, ce qu'on appelle le trait de côte, c'est la limite entre la mer et la terre, mais il faut bien voir que le trait de côte, c'est une ligne théorique, mais en fait dans la pratique, il faut considérer une zone de mobilité du trait de côte, et je reviendrai dans un instant. Et par ailleurs, il y a dans ce système des réserves qui sont très importantes. Il y a des réserves en mer, ce sont des bancs de sable, par exemple, qu'on peut trouver en mer, et c'est aussi la dune qui sert vraiment de stock de sable qui va être essentiel pour l'équilibre de la plage. Alors, il y a ce qu'on peut appeler une respiration naturelle du trait de côte. Dans un système plage-dune naturel, sans intervention humaine importante, vous avez constamment des échanges de sable permanents entre la plage, les petits fonds et la dune. Alors là, c'est un genre d'étude qu'on avait mené là, au sein de notre laboratoire au début, en 2005-2006, concernant la plage près d'Ardelot, et on s'aperçoit que depuis 1929, la côte s'est avancée, a reculé, puis de nouveau s'est avancée, donc il y a vraiment une fluctuation du trait de côte, ce n'est pas un recul constant, loin de là. Alors là, sur une autre plage, toujours sur la plage de Stella, vous avez une photo qui a été prise en 2015 qui montre un blocos allemand construit en 1942, qui est un petit peu en arrière de la côte actuelle. On voit la laisse de mer ici, la laisse de mer, donc vous voyez qu'il est en arrière. Donc ça veut dire que depuis 70 ans, on a... Non, j'arrive pas. On a ici une stabilité qui est assez remarquable de la côte. Mais cette stabilité, en fait, c'est sur 70 ans, mais dans le détail, vous avez une fluctuation constante, parce qu'à chaque tempête, la dune est entaillée en falaise, et puis ensuite, le vent va masquer à nouveau, le vent qui joue un rôle très important sur ces côtes de la façade atlantique, puisque c'est des vents d'ouest dominants, donc il va masquer la petite falaise. Alors la dune... vous voyez, elle joue un rôle absolument fondamental. C'est pour ça que quand on la détruit, c'est une catastrophe. La dune sert de réserve, donc le sable est soufflé par le vent sur la plage, va alimenter la dune.
le sable est piégé par la végétation qui se développe très vite. Puis, au moment d'une tempête, eh bien, les vagues de tempête vont réutiliser ce sable de la dune pour rééquilibrer la plage. Et de 2000 à 2006, le trait de côte s'est avancé en fait de plusieurs mètres, puisque ça c'était la dune avant 2000, ça c'est une dune qui a été créée après, et depuis d'ailleurs ça continue à avancer, sauf que cet hiver, il y a eu de nouveau une petite falaise à cause des tempêtes qui sont produites. Alors, quand la dune a disparu, quand on a détruit la dune, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, là, c'est la plage d'Ardelot. Alors, j'étais sur place là, le 3 septembre 2009. Il y avait des grosses rafales de vent. On voyait que le vent soufflait sur cette plage. Mais normalement, le sable, il va être remonté sur le front de mer. Il va envahir la promenade du front de mer. Il va envahir les maisons. Il va tout envahir. Il va envahir le mobilier urbain, vous voyez. Donc, ce que font les autorités municipales de façon très intelligente, elles placent des ganivelles sur le haut de plage pour essayer de fixer ce sable, de piéger ce sable avant qu'il arrive sur le fond de mer. Parce que ce qu'on faisait avant et ce qu'on a fait dans beaucoup de stations, comme c'était très gênant d'avoir tout ce sable sur le fond de mer, on amenait des camions qui évacuaient ce sable. Et comme c'était pendant les 30 glorieuses, on construisait beaucoup de routes, etc., on avait besoin de sable, donc on le vendait, on ne le remettait pas sur la plage. Donc il s'est produit petit à petit une pénurie de sable sur certaines plages, en particulier sur 800. Alors Ardelot, là, vous voyez, c'est quelque chose d'intelligent. Bon, il y a quand même un peu de sable qui se situe, qui vient s'accumuler, mais là, on le remet aussi sur la plage. Donc c'est une bonne chose. Mais les stations, dans beaucoup de stations balnéaires, elles ont été construites sur la dune, en détruisant la réserve de sable qui était nécessaire. Alors là, je vous ai mis un petit montage là, de cartes de Cassini. Vous voyez qu'au XVIIIe siècle, quand la carte a été élaborée, les stations n'existaient pas, les villages étaient tous situés en arrière, très nettement en arrière de la côte. La côte était déserte. Ça ne servait à rien, cette côte, il n'y avait pas de touristes évidemment, et donc elle était complètement délaissée. Les stations balnéaires se sont toutes construites sur la dune, et même sur l'avant-dune, au plus près de la mer, il fallait s'installer au plus près de la mer. Alors c'est le cas des stations de la Côte d'Opale, c'est le cas de la Baule qui était sur un système dunaire, c'est le cas aussi de Cabourg. Et chaque fois que vous détruisez la dune, eh bien, il y a des problèmes. Alors là, quand même, il n'y a pas toujours des problèmes quand les gens ont, inconsciemment d'ailleurs, parce qu'ils l'ont fait sans savoir exactement ce qu'il fallait faire, un exemple d'implantation respectueux de l'espace, ça c'est sur la côte landaise, sur Saint-Giron. Vous avez un petit noyau urbain donc, qui s'est construit au début du XXe siècle, alors que le vieux village est très en arrière. Vous voyez le vieux village là, de Saint-Giron qui est ici, donc très en arrière. Alors là, pourquoi c'est respectueux de l'environnement ? Parce que vous voyez qu'on a les maisons, il n'y a pas de digue et qu'il n'y a pas d'obstacle entre la plage et la dune. Les maisons sont en arrière. Par contre, ce qu'il ne fallait pas faire, on l'a fait à Lacanau. À Lacanau, on a construit la station à l'emplacement sur l'avant-dune. Et tous les problèmes actuels viennent de ça. C'est parce que finalement, il n'y a plus cette réserve de sable constituée par la dune. Et donc, il y a une érosion. Alors que, vous voyez que cette côte n'est pas prédisposée à reculer. Au contraire, si on compare la carte d'état-major qui date à peu près des années 1850 avec la situation actuelle, parce que j'ai reporté, grâce à GeoPortail, on peut le faire, vous pouvez reporter sur la photo aérienne actuelle, vous pouvez reporter la carte d'état-major et on voit que vous avez une avancée de la côte de près d'1 kilomètre en 150 ans. Donc c'est une côte qui n'était pas prédisposée à reculer. Et les problèmes d'érosion actuels à Lacanau sont dus au fait qu'il n'y a plus de réserve de sable pour la dune. Alors le diagnostic, la destruction de la dune par l'urbanisme est responsable des problématiques, des problèmes d'érosion, ça crée une pénurie sédimentaire. L'urbanisation en front de mer a supprimé cet espace de liberté qui était nécessaire à la respiration, c'est un terme qu'on utilise de plus en plus du système côtier,
Mais les réponses sont souvent inadaptées parce que c'est pris dans l'urgence. Alors il y a un premier type de réponse, on renforce les digues, où on construit des ouvrages en dur pour essayer de piéger le sable. Alors vous voyez, ça c'est la côte méditerranéenne, elle est complètement artificialisée sur de larges espaces, soit par des épis. Et vous voyez le problème, c'est que là vous avez ici au dernier épi, puisque la dérive littorale est dirigée comme ça, le sable a tendance à s'en aller vers le nord, et vous avez ici une érosion accrue, exacerbée, ce qu'on appelle en aval des rives du dernier épi. Et à Vias, alors là, c'est des protections tout à fait individualistes qui consistent à construire des enrochements autour de sa maison. Et ça crée des petits promontoires. À Agde, on utilise des brise-lames, mais tous ces ouvrages en dur ne font que déplacer l'érosion, ils ne résolvent pas vraiment le problème. À Cailleux, c'est pareil, hein, vous avez un autre exemple ici d'épi. Alors, une stratégie durable, en fait, elle n'est durable que si elle se sert vraiment des processus naturels pour compenser la pénurie sédimentaire qui a souvent été créée, ou en tout cas aggravée par l'homme. Alors, il y a deux réponses techniques. Si le budget sédimentaire, on revient à cette idée de budget sédimentaire, donc il faut faire une étude scientifique avant, est proche de l'équilibre, on peut utiliser des techniques souples de drainage du haut de plage. Bon, c'est par exemple la société Ecoplage qui installe ce système. Ça favorise l'accumulation du sable en haut de plage après le déferlement des vagues. C'est ce qu'on a fait, par exemple, au Sable d'Olonne, et ça marche très bien, et c'est ce qu'on a fait depuis l'an dernier à Merlimont. Deuxième cas, si le budget sédimentaire est très déficitaire dans la cellule sédimentaire, à ce moment-là, il faut recharger en sable. C'est la seule solution efficace. Elle peut être durable si c'est bien calculé, si on met suffisamment de sable d'abord, donc il faut une recharge massive, puis ensuite un entretien. Bon, la recharge massive, ça va amortir l'énergie des houles, donc ça va modifier complètement l'hydrodynamique. Et ce n'est pas un tour des Danaïdes. Des Danaïdes, il faut vraiment bien calculer le profil de la plage qu'on veut construire, et à ce moment-là, ça amortit l'énergie des houles, et après, il ne faut plus qu'un entretien dont le rythme va dépendre des événements météo-marins. Donc il faut faire un suivi de la plage, et les Hollandais, les Américains, les Belges font ça systématiquement. Et une autre stratégie, c'est la relocalisation des biens, mais c'est beaucoup plus difficile à faire pour une station balnéaire, parce que là, c'est vraiment un renoncement à toute une histoire. Derrière ces stations balnéaires, il y a toute une histoire. Donc, relocaliser des biens, c'est ce qu'on essaie de faire à la Cano. Donc, il y a une étude de faisabilité qui est en train de se faire. Mais c'est quand même très coûteux aussi. Et il y a un obstacle psychologique évident à relocaliser des biens, des activités. Il y a des obstacles aussi juridiques. Et ça, l'étude est en cours et sera certainement très intéressante pour servir de modèle ou pour montrer si c'est applicable ailleurs. Alors, quelques réflexions pour conclure. L'érosion des côtes est un phénomène naturel et récurrent qui dépend avant tout de la disponibilité des sédiments. Ça, c'est très important. Alors, on peut se poser le problème des effets, parce que je n'en ai pas parlé, des effets du changement climatique. Le changement climatique va provoquer une élévation du niveau de la mer, on le sait. Mais c'est surtout, on peut se poser le problème, et ce n'est pas tellement évoqué, quels seront les effets du changement climatique sur ces ressources sédimentaires, qui sont souvent héritées. Et je pense que c'est un thème de recherche qui mériterait d'être développé. Alors, beaucoup de grandes stations balnéaires ont été construites sur des dunes. On méconnaissait au début du XXe siècle, ou à la fin du XIXe, tout du fonctionnement du système côtier. Et celles qui sont installées sur des dunes littorales sont les plus menacées par l'érosion. C'est évident, et là, il faut trouver des solutions techniques. Alors, on les connaît, ces solutions techniques, mais ce sont les décideurs politiques qui choisissent la solution, parce que ça dépend aussi des coûts. Et alors, ce que je dis, vous voyez, beaucoup de problèmes sont liés à la volonté de fixer un littoral qui a besoin d'espace et de mobilité pour réagir aux tempêtes. Voilà, merci de votre attention.
j'ai respecté à peu près. Merci. Je propose qu'on garde les questions pour la suite. Maintenant que Mme Bathiaud-Quesnay a introduit la question des solutions et des différentes possibilités qui s'offrent à nous face au phénomène de l'érosion, Patrick Bazin va enchaîner et nous proposer d'autres formes, souvent assez complexes effectivement en termes de technique, mais aussi de gestion qui se présentent. Merci. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vais avoir un discours beaucoup moins scientifique, puisque je ne suis pas scientifique, et vous parler de ce que l'on fait au Conservatoire du Littoral pour participer un petit peu à la définition de solutions, très modestement, puisque le problème est quand même extrêmement compliqué. Là, vous avez une photo qui a été prise après la tempête de Xynthia, donc on pourrait penser que c'est une petite île. En fait, c'est le marais Poitevin. Et tout ce que vous avez derrière les petites digues que l'on voit ici, donc toute cette partie-là, c'est de la terre. Ce sont des polders qui ont été pris sur la mer au fil des siècles. Bon, un tout petit mot sur le Conservatoire du Littoral, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Dans les années 75, l'État s'est rendu compte que l'évolution de l'urbanisation sur les côtes, là vous avez les côtes du Var, était galopante et que la réglementation de l'urbanisme risquait de ne pas suffire. Et donc on a créé un organisme qui est chargé d'acheter des terrains et puis de garantir leur bon état, à la fois sur le plan écologique, paysager et pour l'accueil du public, tout cela en partenariat, en coopération avec les collectivités locales. Et donc aujourd'hui, le domaine protégé par le conservatoire couvre 160 000 hectares, kilomètres carrés peut-être un jour, mais là, il va falloir attendre un peu. Et pareil, M. Dufourneau a été a anticipé un petit peu sur nos performances. Pour l'instant, nous en sommes à 13% de linéaire côtier, mais c'est déjà considérable. Et par rapport au sujet qui nous occupe, avec 20% de ce domaine qui est situé dans des zones basses, qui potentiellement, d'ici une cinquantaine d'années, sera concerné par des phénomènes soit d'érosion, soit de submersion marine. Et donc nous sommes, comme tous les propriétaires, relativement concernés par la question, mais nous sommes un propriétaire particulier, puisque nous acquérons non pas pour faire fructifier les terrains, mais pour les soustraire à l'urbanisation et les valoriser sur d'autres valeurs. Alors, je vais vous présenter quelques cas de figure, en fait, sur ce qui s'est passé sur certains des terrains du conservatoire. Ici, nous sommes à Mortagne-sur-Gironde, et alors, Yvonne Bathiaud a utilisé des cartes anciennes, bien moi aussi je vais le faire, parce que c'est assez intéressant quand on les superpose. C'est la même source, hein, les cartes d'état-major de 1820 à 1860. Bon, j'ai pris 1830 pour faire une espèce de moyenne. Tout ça se trouve sur le Géoportail, c'est le site de l'IGN qui donne beaucoup de ressources cartographiques sur Internet. Et vous avez ici Mortagne-sur-Gironde, qui en 1999 avait cette forme-là. Et donc, vous avez constaté que des polders ont été créés. Ah, je me suis allé un peu vite là, par contre. Voilà. Les polders ont été créés ici. Et lorsque la tempête de 99 a eu lieu, tous ces polders ont été envahis par l'eau jusqu'à la ligne du trait de côte, finalement, antérieure. Et l'exploitant de ce polder s'est retrouvé ruiné. Et il a vendu au Conservatoire du Littoral. Donc nous sommes devenus propriétaires de ce secteur et nous n'avons pas réparé la digue. Donc aujourd'hui, ça c'est l'ancien trait de côte. Et donc aujourd'hui, en fait, voici à quoi ressemble ce polder. Nous avons ici l'ancienne digue qui est en fait détruite, plus ou moins, sauf la partie qui se trouve près du chenal du petit port qu'on voit ici. Et donc, pour que
les futures submersions marines ne viennent pas par l'arrière submerger le port, il a été créé une digue en arrière, et cette digue a été créée en fait par l'État. Et c'est la particularité en fait du conservatoire, c'est que finalement nous ne sommes pas un organisme de protection contre les submersions marines, mais il est beaucoup plus facile de protéger une digue ici qu'une digue ici. Et donc en étant propriétaire de cet espace-là qui sert de tampon finalement, de vase d'expansion, la défense est plus facile à organiser derrière, même si ce n'est pas nous qui l'organisons. De la même manière, dans l'estuaire de la Gironde, qui est proche du secteur dont je viens de parler, l'île Nouvelle, comme l'on voit ici, en 1999 était une île endiguée avec des cultures sur l'ensemble de sa superficie. Et vous voyez ici un petit village là, qui est entouré de digues secondaires. Et en fait, nous avons fait le choix de supprimer les digues ou de les laisser partir finalement partout ailleurs, sauf autour de ce village. Et c'est le conseil départemental de la Gironde qui gère ce site, qui a restauré l'essentiel des bâtiments. Et donc nous avons une activité touristique qui est en train de se développer ici et de découverte naturaliste sur l'ensemble de l'île. En Vendée, le Marais Poitevin est un site que l'on voit ici, la Pré-Misotière. Ceci est un polder qui a été pris sur la mer au XVIIIe siècle. Les autres polders arrivaient à peu près à ce niveau-là, et on aurait pu montrer que depuis le Moyen-Âge, vous avez des vagues successives de digues, une ici, puis une ici, etc. Et en 1999, la situation était celle-ci. Donc là, nous retrouvons la Pré-Misotière. L'ancienne digue de 1830, elle est là, et puis il y en a eu des nouvelles qui ont été créées devant. Même phénomène que sur Mortagne. Ici, c'est une ferme qui fait 250 hectares, où on cultive du maïs et du blé. Après la tempête de 99, elle est sous l'eau, et l'exploitant souhaite vendre. Le conservatoire achète, il est bien le seul à vouloir. En 2010, la Pré-Misotière après Xynthia. Alors là, il faut bien avouer que le conservatoire du littoral avait cru bien faire. On avait acheté cette ferme, qui était une ferme de grande culture, et nous l'avons transformée en ferme d'élevage. Parce que finalement, nous avons dit, ici, on a 250 hectares qui étaient de l'agriculture intensive, exposée aux submersions. On va en faire une ferme plutôt modèle d'élevage, avec des prairies naturelles qui seront moins sensibles aux inondations marines, et on ne polluera plus les sols. Le problème, c'est qu'on n'avait pas prévu l'ampleur en fait, de la surcote marine, puisqu'il y a eu 1,60 m de plus lors de l'événement Xynthia, avec une aspiration finalement de la mer par la dépression. C'est-à-dire que la dépression météorologique, comme quand vous prenez une pipette pour pomper de l'eau, et là, la mer est montée avec la dépression atmosphérique et s'est engouffrée dans l'entonnoir que représente la baie de l'Aiguillon. Et en fait, ce choix de gestion que nous avions fait, s'était avéré pas très heureux. Heureusement, il n'y a pas eu de décès, sachant qu'on n'est pas très loin de la Faute-sur-Mer, qui est au fond. Alors, qu'avons-nous fait à la suite de cet événement? En 2010, cette digue de premier rang, finalement, elle a été reconstituée à l'identique, et avec un syndicat mixte qui regroupe le département de la Vendée et les syndicats de marais, nous avons passé un accord pour qu'une digue seconde soit construite ici. Et ce qui permet d'avoir une défense en 2 rideaux et qui reprend le tracé d'une ancienne digue, d'un ancien polder, tout en incluant la ferme de façon à la protéger en cas d'événement. Et ce qui fait que nous avons entre cette première digue et cette deuxième
un espace agricole qui reste exploitable, mais qui est moins protégé que le reste. Alors pour l'exploitant, c'est une sorte de compromis, puisqu'il voit son exploitation, ses bâtiments protégés, mais il sait aussi que les modes d'exploitation qui restent possibles entre les deux digues sont de toute façon limités à de l'élevage. Et si on souhaite trouver des ressources fourragères notamment, enfin des cultures pour l'alimentation du bétail, il faudra essayer de trouver des terres ailleurs. Un exemple méditerranéen maintenant, où on se retrouve là dans un système que vous pouvez regarder ici. Il y a une lagune, la mer Méditerranée ici, une lagune et un lit d'eau relativement étroit, et ce canal du Rhône à 7 qui était déjà ici présent. Et puis devant, une dune très, très fine, hein, qui n'est pas du tout construite, si ce n'est pour quelques ouvrages de surveillance de la mer. En 2005, la situation était celle-ci, avec une route le long du canal, et puis ici une route balnéaire. Alors vous avez noté quand même que ça s'est un petit peu urbanisé, ici. Ici c'est la Grande Motte qui commence, donc là c'est totalement urbanisé. Et en fait, tout le reste ici a été acquis par le conservatoire. Tout ce qui n'est pas construit appartient au conservatoire du littoral. Et vous voyez que les épis, je me demande même si ce n'est pas la photo qu'on a vue tout à l'heure, les épis qui sont ici protègent la station de Carnon, mais ici l'érosion gagne. Et cette route-là commençait à être menacée par l'érosion. Elle est construite sur la dune. Et donc nous avons pris la décision en 2005 de l'enlever. Et entre le moment où nous avons décidé de l'enlever et le moment où nous y sommes parvenus, il s'est passé quasiment 10 ans. Parce que nous avons beau être propriétaires des terrains, en fait, cette route, elle était utilisée comme parking pour aller à la plage, il y avait des paillotes sur le côté, et donc nous nous sommes heurtés à une opposition farouche, et d'une certaine façon compréhensible, légitime, je ne sais pas, mais en tout cas compréhensible. Et malgré l'accord des élus des communes, des élus du département, nous avions sous-estimé en fait l'opposition à ce projet. Néanmoins, il a abouti à force de persuasion, de démarches, d'explications. Alors c'est pas très visible sur la photo, mais enfin la route qui était donc ici n'existe plus. Et maintenant, elle est remplacée donc par une promenade. Et les accès à la mer se font par alors les parkings sont reculés, et puis les accès se font latéralement. Ce qui permet à cette dune-là de se reconstituer et de rejouer son rôle, justement, que citait Yvonne tout à l'heure, de va-et-vient avec la mer. Et c'est là où on peut constater que finalement, il faut du temps pour que les consciences évoluent. Il ne faut pas penser, disons, pouvoir changer du jour au lendemain la conception relativement fixiste que nous avons tous du littoral. Le littoral, pour redevenir mouvant, devra subir beaucoup de discussions, je dirais. Dernier exemple sur l'estuaire de l'Authie. Nous avons ici donc notre village de Berck et un village ici qui s'appelle Grosflier, qui sont en retrait du littoral, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, nous avons des dunes qui sont totalement non utilisées, enfin non habitées. Le trait de côte s'établit donc ici. En 2010, les choses ont évolué de la façon suivante. Donc vous avez l'ancien trait de côte qui est là, et ici donc une station balnéaire qui s'est développée, une érosion très importante ici, et puis ici des choses variées, on va dire, hein, érosion, accrétion, tout ça au gré en fait du changement du lit, puisque nous sommes à la sortie d'un estuaire, et la rivière de l'Authie a tendance ici à venir creuser. Et donc cette dune qui était très large,
devient de plus en plus étroite. Ça correspond à peu près à la zone verte. Et donc, le conservatoire, qui est propriétaire ou futur propriétaire, parce que là j'ai dessiné la zone d'intervention foncière de cet espace-là, se retrouve un peu sur la sellette, puisqu'on nous dit mais là l'érosion gagne, et puis une fois qu'elle sera passée ici, eh bien c'est tout le polder ici, parce que tout ça c'est au niveau de la mer, hein. Ce sont des anciens polders. Donc ici, si votre cordon dunaire cède, hop, nous sommes envahis par l'eau. Alors que faire? Alors là, je vais tenter une manœuvre extrêmement périlleuse. En fait, on va essayer de donner à voir un petit peu comment le système fonctionne. Vous avez ici, en fait, un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire les altitudes très précises, prises avec des systèmes maintenant qui sont très performants et qui nous permettent de représenter la zone en question. Et vous voyez bien que, effectivement, si on regarde comme ça, quand même, derrière la dune, c'est plat. Voilà. Et aujourd'hui, la photo là, c'est une photo qui date déjà de quelques années. Et si on prenait la photo d'aujourd'hui, en fait, elle serait plutôt là. Et en fait, la dune n'existe plus à cet endroit-là. Et donc, la question se pose, franchement, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On passe à la suivante. Les études qui sont faites actuellement, parce que tout ça, c'est dans un contexte où le conservatoire n'est pas tout seul. Et évidemment, il y a les communes derrière, et il y a même des syndicats, des collectivités plus grandes qui se sont regroupées à l'échelle de la baie, mais même de plusieurs baies autour, et il y a des programmes qui sont étudiés pour savoir comment on fait sur l'ensemble de ces côtes-là. Et lorsqu'on cherche à éviter donc la rupture du cordon dunaire, on peut faire, on fait d'ailleurs des tests. Là, ils ont mis des filets ou des digues submersibles pour rectifier le cours de l'Oti. On peut tenter de solidifier la dune à son pied ou de la recharger avec différentes techniques, soit avec du sable, soit avec des sacs de sable. Et puis, la solution qui est préconisée par le conservatoire, puisque nous sommes propriétaires du terrain, c'est de faire une digue, ici, une digue rétro-littorale. Et cette digue rétro-littorale, elle aurait l'avantage de pouvoir laisser évoluer les choses devant, de façon à ce que, justement, l'estuaire vive sa vie, mais on protégerait de toute façon les enjeux qui sont derrière, parce qu'ici, on aurait une digue qui serait parfois touchée, peut-être jamais, mais en tout cas qui serait une sécurité. Quand on va sur place, quand on voit la situation ici, cette solution-là apparaît relativement de bon sens. Aujourd'hui, nous sommes au début du processus. Je crois qu'on est, comme pour le Grand Travers, quand je disais en 2005, nous avions décidé d'enlever la route. On l'a fait en 2014. Je pense que cette digue, il faudra peut-être 10 ans pour la faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est inentendable par les gens. Ça n'est pas quelque chose qu'ils peuvent entendre, parce que ce serait perdre du terrain. Donc il faut défendre ici. Et c'est pas des considérations économiques. C'est à peu près 3 fois moins cher de faire la digue ici que de vouloir protéger la dune là. Et encore, sans doute, encore moins. Donc il y a des vrais problèmes, des vrais blocages psychosociaux qui ne sont pas, disons, à prendre à la légère ou à mépriser. Ce sont des vraies questions qu'il faut pouvoir traiter, et c'est pourquoi ce genre de représentation, nous essayons de les développer pour pouvoir expliquer que le littoral est changeant, qu'il a toujours été changeant, et qu'il vaut mieux essayer de le conserver comme tel, dans la mesure où nous avons la chance d'avoir des milieux naturels en front de mer. Là où il n'y a plus de milieux naturels en front de mer, on a vu que les choses étaient déjà beaucoup plus sérieuses.
mais au moins, gardons-nous cette possibilité de gérer en souplesse là où des espaces naturels existent. Donc, essayons de passer du génie civil au génie écologique. Là, c'est des exemples qui sont un peu caricaturaux, mais quand on voit qu'ici, à La Palmyre, en Charente-Maritime, on protège une forêt de pins avec des enrochements monstrueux, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ici, ce sont des solutions qui sont plus écologiques, même si l'aspect peut paraître un petit peu construit, mais ce sont des ganivelles, des clôtures de châtaigniers qui permettent de piéger le sable quand le vent l'entraîne. Et si tout fonctionne bien, ces ganivelles, au bout d'un moment, elles sont submergées, en fait, la dune s'élève et on ne les voit quasiment plus. Bon, là, c'est une digue normale, mais vous voyez dans quel état elle est. Et là, le conservatoire est en train de racheter les terrains derrière pour permettre finalement de reculer également la défense sur un deuxième rang. Donc en conclusion, la thèse que je voulais vous présenter, c'est que les espaces naturels peuvent participer efficacement aux dispositifs de protection. Ce ne sont pas que des milieux naturels intéressants au titre de l'écologie ou du paysage. C'est notre mission première, mais ça peut permettre aussi de participer efficacement à une meilleure gestion et d'anticiper sur les questions d'érosion. Et j'en suis convaincu, mais nous essayons de le prouver à chiffres à l'appui, ce sont des solutions moins onéreuses qu'une protection en dur. Il nous faudra régler de nombreuses questions techniques, juridiques, sociales. Aujourd'hui, beaucoup de responsables politiques s'accordent à penser que nous ne sommes pas capables, la société n'est pas capable d'évoluer autrement que sous le coup des catastrophes. Donc c'est l'enjeu, finalement, que d'arriver à anticiper. Nous avons les outils, et il suffit maintenant d'avoir, disons, la volonté collective de le faire. Et c'est un chantier, je pense, qui est jouable, parce que les choses ont évolué, les mentalités ont déjà bougé, mais ça ne sera pas immédiat, et donc voilà, les efforts sont à mener constamment. Et ça, c'était il y a 1 an, du côté du nord de la Gironde, et depuis, la côte a encore reculé de 20 mètres. Je vous remercie, et si vous avez des questions.